On avait parlé Mhm. des séismes et des séismes, des tornades, OK. des inondations un peu, je On crois, là. avait parlé des différents types de risques. Catastrophe. séisme, Voilà, catastrophe. Madame, des on risques. avait aussi, Oui, allons-y. allô? Oui. Donc, madame, vous avez aussi parlé de comment ces séismes et ces catastrophes-là se formaient et quel était leur impact sur, dans la vie des personnes qui Oui, vivaient oui. ces catastrophes. OK. Et ensuite, on a parlé de quoi encore? C'est de ça seulement qu'on avait parlé. On n'avait pas parlé de la notion les notions pour étudier les risques naturels, non? Pas encore. Oui, on avait parlé de ça aussi, non? Voilà, on avait parlé de la notion de risque, d'aléa, de gravité, comment je vais dire ça encore? De résilience, de vulnérabilité. Alors, l'aléa, c'est quoi? Si vous avez retenu quelque chose, l'aléa, c'est quoi? Voilà. C'est un peu son nom, c'est comme c'est aléatoire. On ne peut pas maîtriser, on ne peut pas dire que demain, là, il y aura glissement de terrain, forcément. On peut peut-être avoir quelques signes. Et là encore, il faut qu'on ait eu à placer des appareils assez particuliers de mesure à quelques endroits pour nous dire qu'attention, il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, à côté de l'aléa, il y a une notion importante qui est la vulnérabilité. C'est quoi que la vulnérabilité? Oui, Claude. Pardon? Être vulnérable, c'est être faible. Être faible. Oui, généralement, c'est ce qu'on dit. Effectivement, c'est être faible. Madame, là, Oui, mais dans... madame, être vulnérable à quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut, c'est être exposé à la chose de telle sorte que si par exemple la catastrophe se déclenche, on va être touché et on va vraiment être impacté par ce truc-là. Donc, c'est ça. En français simple, pour un enfant de CM2 comme nous, c'est être faible en face de la chose. Ne pas avoir peut-être la possibilité de résister à la chose. Donc, la vulnérabilité donc, va concerner l'exposition des, de tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est bien, tout ce qui est social par rapport au danger, par rapport au phénomène naturel qui va se produire. Et donc, est-ce qu'on a la possibilité d'augmenter sa vulnérabilité? Est-ce qu'une nation, Oui, madame, oui, un être humain a la possibilité d'augmenter sa vulnérabilité? En quoi faisant? oui, madame. Madame, si par exemple ils savent que ils ont la présence d'un volcan, Mhm. normalement ils ne doivent pas habiter aux alentours de ce volcan, mais ils peuvent être vulnérables, ils peuvent être plus vulnérables s'ils s'entêtent à aller, par exemple, vivre dans ce genre d'endroit-là. OK. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore pour augmenter sa vulnérabilité? Il a parlé du cas de volcan. Est-ce que quelqu'un qui est dans une zone où il y a beaucoup de volcanisme, qu'est-ce que cette personne ou cette personne-là, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas être faible? Madame, ils doivent déguerpir l'endroit. Il doit quitter. Non, mais quand il quitte, quand il quitte, c'est pas, il n'augmente pas leur vulnérabilité. Il quitte, oui, c'est vrai. C'est pour aller chercher un autre site. Oui, c'est bien, mais il peut faire autre chose encore. Par exemple, dans cette Oui, madame, zone-là, des études, s'il y a de l'or dans cette zone, et puis il y a du diamant, et puis ils ne veulent pas partir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? madame, ils peuvent, madame, Mhm. je peux? Oui, allez-y, c'est qui parle? C'est Morel? Oui, madame, c'est Wapo. Oui. Donc, madame, ils peuvent déjà faire des études pour Mhm. voir comment le volcan prend son éruption, comment le volcan fonctionne, essayer de faire des prévisions en fonction de ça. Ils peuvent soit renforcer leur résilience ou, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça doit se baser sur des études, des observations.
Donc, pour diminuer sa vulnérabilité, donc, en quelque sorte, il y a un lien parce qu'il vient de faire sortir un mot important qui est la résilience. Et donc, la vulnérabilité, c'est l'exposition à la chose. Et donc, cette vulnérabilité-là, plus elle est grande, plus la chose va nous détruire. Mais plus elle est faible, plus on résiste à la chose et on peut être résilient. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire lorsqu'on veut diminuer sa vulnérabilité. Hein. Quand on veut diminuer, par exemple, si vous vivez dans des maisons en paille, hein, comme au village, et vous êtes dans une zone, comment je vais dire, dans une zone de volcanisme, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous ne voulez pas partir? Qu'est-ce que l'État peut vous aider à faire pour vous? Oui, à quoi? Madame, on peut construire des Alors, maisons en construire dur. Voilà. Voilà, donc on doit construire des maisons en tenant, disons, en tenant compte des normes internationales qui existent, parce que ces normes ont été déterminées face à la manifestation des événements désastreux. Et dans des pays plus développés, on ne prend pas n'importe quel matériau pour construire dans n'importe quel endroit, par exemple. Donc, si vous êtes dans un endroit de séisme, oui, les humains essaient quand même de se protéger, de diminuer au maximum leur vulnérabilité. Mais le plus souvent, en face de la force de la chose, il peut se trouver que toutes les dispositions qu'on a prises pour augmenter notre vulnérabilité soient comme si on n'avait rien fait. Mais c'est des choses qu'on peut faire pour diminuer sa vulnérabilité. Construire en tenant compte d'un certain nombre de normes. Par exemple, aux États-Unis, de plus en plus, il y a des gens, quand les maisons sont construites, il y a des sous-sols qui sont bien aménagés, comme si c'était dans une maison normale. Et en cas de... Allô, madame. Oui, oui. Ouais, s'il vous plaît, je voulais juste ajouter que... Oui, madame. OK. Oui, madame. Je voulais juste ajouter quelque chose à cet effet. Comme information, c'est vrai qu'il y a la commission qui déconne au niveau du curat aussi, dit que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport aux normes internationales qui sont appliquées, il faut dire qu'au niveau national, nos lois nationales disent que quand par exemple une personne est située dans l'emprise d'un projet, par exemple, qui dit que cette personne qui est située dans l'emprise d'un projet, par exemple dans le domaine public, quand il y a un projet qu'on doit réaliser, si le projet n'est pas financé par un partenaire technique, voilà, par exemple une route, et que la personne est située dans le domaine public de cette route-là, si le projet n'est pas financé par un bailleur, que c'est financé par des fonds même de l'État, par exemple de Côte d'Ivoire, on ne dédommage pas la personne, on envoie une mise en demeure à la personne pour dire, madame, dans tel mois, ou bien monsieur, dans tel mois, on va faire la route, donc plier bagages, déguisser, enlever votre bâtiment ou bien votre magasin pour qu'on travaille. Par contre, si c'est financé par les bailleurs de fonds, par exemple la BAD ou bien la Banque mondiale, la BDC, on dit par exemple, les normes exigent à ce que si la maison ou bien le magasin de la personne était même en tôle ou bien soit, comment on dit ça, en matériaux précaires, on construise en dur pour cette personne, pour qu'elle soit bénéficiaire, mais dans une zone mieux adaptée, pour qu'elle puisse mieux vivre. Voilà. C'est ce que je voulais juste dire. Voilà. Merci là-bas, monsieur. Alors, c'est des dispositions de ce genre qu'on peut prendre pour diminuer sa vulnérabilité. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et donc, la résilience et la résistance, est-ce que vous pensez que c'est la même chose? Non? Non, madame. OK, donc donnez-moi la différence entre les deux. La résilience, c'est la capacité. Madame, la résilience, c'est plus psychologique. Monsieur, une minute, il y a qui a la parole. La résilience, c'est la capacité à faire face à une catastrophe naturelle. La capacité de se débrouiller. Non. On a parlé de résilience et de résistance. Donc,
Allô, madame? Oui, la résilience. Vous dites que la Ok. résilience, c'est ça ou bien c'est la résistance? La résilience, c'est notre capacité à faire face à un événement non souhaité, notre capacité à nous relever. Oui, monsieur Arnaud. C'est monsieur Arnaud, non? C'est monsieur Voilà, je Arnaud. pense que la résilience, c'est notre capacité. Oui, madame. Ok, La allez-y. résilience, oui, madame, c'est monsieur Arnaud. C'est Arnaud. Allez-y, C'est allez-y. plutôt notre capacité à s'adapter aux événements. Voilà, c'est notre capacité à s'adapter. La résilience, c'est notre capacité à s'adapter à une situation, à un événement aussi tragique qu'il soit, à s'adapter pour vivre. On ne fuit pas la situation, mais on s'adapte. On va au-delà. C'est ça la résilience. Oui, c'est. Madame, moi, je pense que Suite à un événement catastrophique. Oui. Oui, Morel. oui, madame, moi, je pense que en termes de résilience, on va parler plus de sentiments psychologiques qui va nous permettre ça va nous donner encore plus de courage à résister un peu plus. Alors que quand on parle de résistance, ce sont des moyens qu'on met en place pour vraiment lutter contre ces drames-là. OK. Et donc, la résistance, on va prendre un exemple. Par exemple, une maison en dur et une maison en paille. Lorsque une tempête se produit avec une vitesse de peut-être 140 km par seconde, la maison en paille, là, à la seconde, elle est partie. Mais la maison qui est construite de façon, j'allais dire, avec de bons matériaux, avec une bonne fondation et autres, cette maison-là va résister. Cette maison, la tempête peut passer et elle résiste, elle est là. Mais la résilience, c'est, disons qu'il y a eu un tremblement de terre comme ce qui vient de se faire en Turquie. Si c'est un tremblement de terre naturel, parce que bon, on apprend que ça a été provoqué, entrer ici, sortir là-bas, mais si c'est naturel, vous voyez cette catastrophe. La résilience de la Turquie, donc, c'est la capacité que la Turquie va avoir à remettre tout en place pour que le fonctionnement du système devienne normal. Prof. Aïe, vous voyez? Monsieur Arnaud. Donc, la résilience, j'ai pris un exemple pour qu'on puisse mieux comprendre. Maintenant, voilà, donc, la chose s'est produite parce qu'on avait un fonctionnement normal. On n'était pas peut-être bien adapté, autre, mais quand même, au temps zéro où la chose se passait, on avait un certain fonctionnement qui était plus ou moins normal pour nous. On va à l'école, on peut sortir, aller en boîte de nuit, faire des choses. Mais quand l'événement s'est produit, quelle est notre capacité à remettre le système à sa position T0? C'est ça qui est notre résilience. Vous voyez, non? Voilà, notre résilience. Maintenant, l'adaptation, ça, c'est de prendre des mesures pour faire face au fur et à mesure qu'un événement devient récurrent. Par exemple, si c'est une inondation, cette inondation devient récurrente, par exemple, comme dans le cas d'Abidjan, il faut prendre des mesures pour que, si par exemple, l'inondation qui s'est produite aujourd'hui, on a vu ses conséquences et on prend des mesures. Si cette inondation de même capacité se produisait un an après ou 2 ans après, normalement, ça devrait devenir comme quelque chose de simple si on est bien adapté. Vous voyez, non? Mais si on n'est pas adapté, ça va être encore une affaire où on va créer aide internationale et autres. Voilà. OK, donc, après avoir vu ces notions, on a aussi parlé de la gravité, on a parlé d'un certain nombre on a parlé d'échelle, voilà, pour les événements, parce que ce n'est pas dans la bouche comme ça qu'on dit qu'un événement cet événement-là est grave, hein? Le glissement de terrain là, qui s'est passé là,
c'est vraiment grave. C'est en fonction de certaines échelles, comme l'échelle de Richter, et puis l'échelle de Mercalli et autres. Il y a d'autres échelles. Voilà. Ensuite, quoi encore? On avait parlé des impacts. On avait parlé, vous vous souvenez, on avait parlé des impacts de ces événements-là sur les humains et les biens. Et on avait vu que certains événements catastrophiques oui, risques de catastrophes tels que les risques hydrologiques, les risques météorologiques, se sont accentués avec les changements climatiques. On avait vu ça. Est-ce que c'est faux? Non, madame. Voilà, avec les changements climatiques. Et on avait vu aussi la répartition de ces risques-là. On avait vu des zones où certains risques sont très présents. Et on a vu par exemple le cas des cyclones. Et on avait vu la carte de répartition des cyclones où on a vu que l'Afrique était plus ou moins épargnée, mais dans sa partie est, lorsqu'on regarde la carte de répartition des cyclones, on voyait clairement que Madagascar, Mozambique et autres sont exposés au risque de cyclones. Et dans ces derniers temps, on entend de plus en plus parler de cyclones dans ces zones. Et est-ce qu'on a parlé du cas de la Côte d'Ivoire, non? De l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Et on a vu qu'en fait, aucun continent n'est épargné. Tous les continents sont concernés. Et que aussi bien au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire et ailleurs, il y a ces phénomènes-là qui se produisent. On a vu qu'en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de choses. On a même parlé de séisme en Côte d'Ivoire. Voilà, on a parlé de séisme en Côte d'Ivoire. Et on a dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai que les séismes se produisent plus ou moins, mais la magnitude était généralement inférieure à combien? 3,5 sur l'échelle de Richter. Voilà. Et donc, dans tous les cas, les détails se trouvent dans votre cours. Et donc, on va avancer aujourd'hui.